Donc, on va revoir les fiches de paye. Donc, les éléments principaux qui vont constituer ces fiches de paye. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comment on va faire les calculs afférents. Donc déjà, alors je reviens pas sur toutes les formalités à l'embauche du salarié, etc., etc. Ça. Donc là, qu'est-ce qui va composer ma fiche de femme? Mon salaire, ce qu'on appelle mon salaire brut. Quand je vais chercher et calculer ma fiche de paye, la première chose, c'est que je dois déterminer mon salaire brut. De quoi va être composé mon salaire brut? Du salaire de base. Du salaire de base. Le montant multiplié par le taux horaire. Après, qu'est-ce qui constitue également mon salaire de base, mon salaire brut, pardon. Il y a des heures supplémentaires, Oui. des absences, Oui. des congés payés. Alors, plus les heures supplémentaires. Moins les absences. Donc, absences peuvent prendre le caractère effectivement de congés payés. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme absence? Maladie. Maladie. Formation, non? Donc ça oui, c'est absence justifiée. Ouais. Hein. Maladie et accident de travail. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre encore? Dans les absences, Des absences injustifiées. Des absences injustifiées. Des absences pour événements personnels. Par exemple. J'imagine qu'il y en a encore d'autres. Puis, qu'est-ce qu'on a oublié? Congés personnels, congés familiaux, donc les événements personnels, maladie, accident de travail, et enfin ça peut être compris avec les CP. voilà, il peut y avoir également les absences RTT, et il peut y avoir aussi les jours fériés. Dans certains cas, hein, ça peut être une absence qui peut, dans certains cas, donner lieu ou non à rémunération. Ça dépend des entreprises. Qu'est-ce qui va composer encore mon salaire brut? De quoi Veto va être composé encore mon salaire brut? Les avantages en nature. Oui, ça va. Les CCP, Alors, plus éventuellement. Alors, on va mettre. Comment je vais mettre, je voulais marquer que les primes qui compensent les absences. Hein, notamment les congés payés, les RTT, etc. Hein. Les avantages en nature.
sociale. Les indemnités journalières. Alors, on pourrait avoir éventuellement effectivement les IJSS. On peut avoir également tout ce qui est prime. Hein, exceptionnel, 13e mois. d'ancienneté, Ah, aussi, oui. 13e mois, le rendement, assiduité, etc., etc. Donc, tout ce qui est prime et gratification. Et on pourra avoir une fois par an, vous l'avez cité tout à l'heure, Isabelle, la nécessité compensatoire de congés payés. Qui se fait au mois de mai. Qui se fait au mois de mai. Donc tout ceci va composer mon salaire brut. À ce salaire brut, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va servir également de base au calcul des cotisations. Donc je vais avoir une part salariale et une part patronale, effectivement. Une fois, donc c'est la part salariale de ces cotisations sociales par rapport à mon salaire brut, on va en faire quoi? On les déduit. On va les déduire. Donc, hop, salaire brut moins part salariale de cotisation sociale, qu'est-ce que ça va me donner? Salaire net. Imposable. Mon salaire net. Alors, attention justement au niveau du salaire net. Donc là, ça va me donner mon salaire net. Je vais avoir aussi une petite différence entre mon salaire net, le salaire net à payer et le salaire imposable. Comment est-ce que je vais calculer ces trois éléments? Donc ça, c'est mon salaire net. Pour trouver mon salaire net à payer, qu'est-ce que je vais faire? Ah, il faut déduire la CSG, la CRDS non déductible. Alors ça, si au salaire net, je déduis la CSG, CRDS, ça va me donner mon salaire net imposable. Ah non, c'est sûr, c'est avant. Non. De plus, Ah oui. Oui. donc le net à payer, lui, il sera constitué du salaire brut moins les parts salariales de cotisation sociale, Plus les avantages en nature. moins les avantages en nature. Je les mets en plus en haut et en moins en bas. Vous mettez en penser à ça. Ouais, ouais. Vous les mettez en plus en haut puisqu'ils servent à augmenter votre base et vous les enlevez en bas pour pas justement, vous avez par exemple si je prends le logement, vous offrez déjà le logement à votre salarié, vous n'allez pas en plus lui payer le loyer. Oui. Moins les acomptes, si le salarié demandait des acomptes, Ah oui. moins les oppositions qu'on peut rencontrer, les retenues sur le salaire, et plus éventuellement des primes et indemnités qui seraient non soumises à cotisation sociale. Notamment au niveau des indemnités, les indemnités de remboursement
kilométriques, des choses comme ça. Ah oui. Alors, on va détailler chaque élément que l'on vient de citer qui compose le salaire brut. Donc, le premier élément qu'on a cité, c'était le salaire de base. Donc, le salaire de base, il se compose, comme vous l'avez justement dit, du nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Le nombre d'heures doit correspondre à quoi? Le défini au contrat. Voilà. C'est bien le nombre d'heures défini au contrat. Ce nombre d'heures ne changera pas, n'évoluera pas d'un mois sur l'autre. Il n'évoluera que si le contrat, il y a un avenant au contrat de travail. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est à temps plein passe à temps partiel. Donc, c'est bien sûr le nombre d'heures mensuelles. Si j'ai, le plus souvent, on me donne le nombre d'heures en semaine, hebdomadaire. Comment je fais pour passer des heures hebdomadaires aux heures mensuelles? On multiplie par 52 semaines, on divise par 12 mois. Tout à fait. Si je veux donc trouver mes heures par mois, je prends mes heures hebdo, je les multiplie par 52 semaines qui constituent une année, et je les divise par les 12 mois qu'il y a dans une année. C'est pour ça que des fois on arrondit par 4,33, parce qu'il y a en moyenne 4 semaines 33 dans un mois. Des fois il y en a 4, des fois il y en a 5. Mais c'est vrai que si on veut être rigoureux, on fait par 152, par 52 divisé par 12. C'est pour ça que pour obtenir 151h67, qui est la durée mensuelle pour 35 heures, 151h67, c'est 35 fois 52 divisé par 12. Le taux horaire, ben c'est pareil. Initialement, il est défini au contrat. Après, ben, il évolue ou pas en fonction. Déjà, il doit être au minimum égal au SMIC. Qui est à combien actuellement? 9,67 par heure. Donc, il est au minimum égal au SMIC. Bon, après, dans certains cas, vous pouvez avoir un taux horaire inférieur au SMIC si, avec certaines primes, la personne touche quand même le SMIC, surtout avec les avantages en nature. Si vous avez besoin. C'est des cas quand même très très particuliers de personnes qui sont ouvriers. Normalement, le taux horaire il doit être au minimum égal au SMIC. Ce qui ne veut pas dire, attention, que dans votre convention collective, tous vos taux horaires fournis par rapport à un coefficient, par rapport à un échelon, etc., doivent forcément être égal au SMIC. Dans votre convention collective, en fonction donc, de votre activité, dans votre convention collective, vous allez avoir une classification de vos salariés. À cette classification, souvent, correspond des salaires, donc des taux horaires. Vous pouvez très bien avoir les premiers échelons, les premières positions, dont le montant est inférieur au SMIC. Vous payerez vos salariés au SMIC, d'accord? Mais par contre, l'échelon de cette classification pourra se retrouver inférieur au SMIC et pour servir de base, par exemple, au calcul de la prime d'ancienneté. Ah oui, c'est ce montant-là qu'on sert et voilà. Enfin, selon la convention collective. J'ai eu le cas sur un exercice où justement l'échelon était plus bas et du coup il précisait bien qu'il fallait quand même appliquer le SMIC. Voilà, il faut appliquer le SMIC, parce que les conventions collectives, elles ne sont pas revues toutes les années. Donc forcément, les premiers échelons risquent de se trouver inférieurs au SMIC. Dans certaines conventions collectives, on précise par exemple que la prime d'ancienneté, c'est X% de l'échelon de la catégorie. Donc là, même si l'échelon est à 8, vous appliquez X% de 8, puisque c'est une prime d'ancienneté qui viendra s'ajouter à votre salaire de base dans
Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, bien lire quand vous avez un énoncé, une convention collective plus tard, bien la lire correctement pour bien faire les calculs en bonne et due forme. Donc ça, c'est mon salaire de base. Après, on a parlé, on avait noté les heures supplémentaires. Oui, il y a une chance qu'on calcule chaque. Mes heures sup. Comment est-ce que je calcule les heures supplémentaires? Au-delà de 35 heures jusqu'à la 44e, c'est 25%. Donc déjà, attention, les 35 heures, elles se calculent toujours Par semaine. par semaine. La semaine commençant le lundi à 0 heure et s'achevant Dimanche à 0 heure. le dimanche à minuit. Minuit. Hein, donc ça veut dire que si sur votre mois, la semaine ne se termine pas par un dimanche, les heures supplémentaires que vous aurez effectuées cette dernière semaine ne seront prises en compte que le mois prochain. Oui. Oui, la 36e, pas 35e. De la 36e à la 43e, Oui, je le dis. donc c'est les 8 premières. Hein, Mm. on peut faire autrement. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Les 8 premières heures, pour le moment, sont majorées à 25%. Bientôt à 10. Elles étaient à 10 avant. Oui, ça revient. Là, on est en train de- Et d'ailleurs, il y a encore je crois qu'il y a encore une ou deux conventions collectives qui sont encore à 10. Et au-delà de la 44e heure, elles sont majorées à 50%. Je fais attention également au niveau des heures supplémentaires, que je n'ai pas le droit de faire 1 million d'heures supplémentaires à mon salarié dans l'année. Hein, j'ai un contingent d'heures supplémentaires qui est fixé par la loi en fonction de l'effectif de la société et des fois par convention collective. Ce qui ne veut pas dire que quand j'atteins le contingent et que je dépasse, je n'ai plus le droit de faire des heures. C'est juste que je dois. C'est récupérable. Elles sont récupérables. Elles sont majorées et récupérables. récupérables. Avant, il fallait en plus l'autorisation d'inspection du travail. Aujourd'hui, ils n'avaient plus besoin d'autorisation. Mais par contre, elles s'imputent sur un repos. Enfin, elles sont payées et en repos. Elles sont payées en argent et payées en repos. C'est double peine. Oui, C'est ça. Pas jusque-là. Bon, après, voilà. Des heures supplémentaires déclarées. Oui. Voilà pour les heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'on avait noté après sur les salaires? On a mis les absences. Alors, les absences. La première chose à laquelle il faut penser quand j'ai une absence, c'est que je dois recalculer ce que j'appelle mon taux horaire d'absence. Comment calculez-vous ce taux horaire d'absence? On prend le salaire mensuel divisé par le nombre. Ça va revenir. Ah, je l'ai fait hier. J'en ai fait un hier en plus. C'est le taux horaire. Attends, je suis en train de réfléchir. Je vais pas. Multiplié par le nombre de jours d'absence divisé par 26. Alors après, voilà, je vais vous dire, il y a plusieurs façons de calculer l'absence. Mais l'absence que normalement vous devez calculer, puisque c'est la seule, c'est la méthode qui est la seule approuvée par la Cour de cassation, c'est la méthode du taux horaire d'absence en heures réelles. Donc ça veut dire que vous faites effectivement le salaire multiplié par le nombre d'heures
réels effectués dans l'entreprise au cours du mois concerné, divisé. Non, 300. Nombre d'heures d'absence, pardon. Oui, je me disais, il y a un bug là. Divisé par. Tu commences à écrire celui du dessous, c'est pour ça. J'étais en train de me dire, je fais tout l'envers depuis le début. Là, Quelle horreur. D'habitude, je le fais à l'envers, je mets pas les absences d'habitude. Ouais. Et comme vous m'avez dit absence, du coup. Hein, donc c'est bien le nombre d'heures réelles d'absence, hein, divisé par le nombre d'heures réelles du mois dans l'entreprise. Normalement, la seule méthode retenue par la Cour de cassation. C'est là, il faut avoir un calendrier et calculer. Vous devez obligatoirement avoir le calendrier du mois et vous devez avoir la répartition horaire dans la semaine du salarié. Pour savoir, du coup, dans le mois, combien. Quand je dis dans l'entreprise, hein, c'est que généralement, dans les exercices, tout le monde fait 7 heures par jour. Ou tout, hein. Et après, bien sûr, en situation réelle, vous allez prendre des nombres d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il n'avait pas été absent. Ah oui, ça c'est pas. Ça comprend par rapport au mois. Oui, du mois. Donc ce qu'on fait, multiplié par, s'il est absent 5 jours, multiplié par 5 divisé par 26, c'est pas le même principe. Ben non, en plus celui-là. C'est pas celui qu'on applique. Ah, ça c'est uniquement pour les congés payés, ça. Ça c'est pour le calcul des congés payés. Mais pas pour l'absence normale. Ouais. Non, mais c'est que pour le congé payé celui-là. Vous devez comparer votre absence congé payé comme ça avec l'absence du 10e. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi qui. Voilà, oui. Mais c'est vrai que très souvent, vous avez quand même raison, c'est que très souvent, quand on a une absence congé payé, quand on fait la règle du maintien, on met le même montant en absence et le même montant en indemnité, hein, d'où le nom de la règle du maintien, et du coup, en absence, on met la règle du 26e. Vous n'avez pas tort. Vous avez raison, mais dans le cas des congés payés. Mais là, on est dans le cas d'absence, maladie, etc. Après, j'ai d'autres méthodes de calcul d'absence. Hein. Calcul d'absence en heures, 151 heures 67, en horaire. J'ai un calcul avec le nombre de jours ouvrés. J'ai un calcul au 30e. Enfin, voilà. Normalement, le calcul au 30e, il ne s'applique que dans un seul cas, il ne peut s'appliquer que dans un seul cas, c'est les stagiaires de la formation professionnelle. C'est-à-dire, dans votre cas, à vous, quand vous êtes absent, on vous retient X 30e par rapport au nombre de jours où vous êtes absent. Oui, parce qu'on est payé sur 30 jours tout le temps, en fait. Voilà. Vous n'avez pas une répartition horaire dans la semaine. On va tout de suite parler, vous l'avez évoqué, des congés payés, qui est une absence, mais une absence rémunérée, hein, parce qu'il y a donc deux types d'absences, on a vu, les absences rémunérées, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à la perte de salaire, ou du moins qui a une partie de la perte de votre salaire, et les absences non rémunérées, hein, comme les absences injustifiées, certaines absences pour maladie ou d'un certain temps. Les congés payés, donc absence rémunérée à 100%. Donc là, j'aurai deux méthodes de calcul. La méthode que vous venez de citer au 26e et la méthode du 1/10e. Le plus souvent dans l'entreprise, c'est la méthode du 26e qui est appliquée à chaque prise d'absence, parce que c'est la méthode 26e qui correspond, qui est également appelée la méthode du maintien de salaire. C'est-à-dire qu'on dit que le salarié il est absent 6 jours, je prends son salaire, je multiplie par 6 divisé par 26, je le mets en absence.
et je prends le même montant que je mets en indemnité de congé payé. Par contre, au minimum une fois par an, je dois vérifier par rapport à la règle du 10e si le salarié a bien bénéficié de l'indemnité la plus favorable concernée. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire une régule. Il faut faire ce qu'on a mis tout à l'heure, une ICCP, une indemnité compensatoire de congé payé. Puisque vous n'avez pas le droit de rémunérer des congés, un employeur est obligé de payer, de faire prendre ses congés payés à ses salariés, c'est une obligation. Donc on a vu donc là le salaire de base, on a vu les absences, les congés payés. Donc les primes, bon, vous aurez deux types de primes, celles qui vont être soumises à cotisation sociale et qui vont donc être en haut du bulletin. Exemple, une prime d'ancienneté. Donc la prime d'ancienneté, ça peut être un calcul par rapport au salaire de base, ça peut être un calcul par rapport au salaire effectif, donc c'est-à-dire salaire de base plus les heures sup moins les avances. Ça peut être par rapport, comme on a dit tout à l'heure, à un coefficient par rapport à votre position. Donc ça, ça dépend. Si on a été malade, la prime d'ancienneté, elle peut diminuer. Oui. Ça dépend des conventions collectives. Dans la pharmacie, par exemple, la prime d'ancienneté, elle est calculée sur les heures réelles, enfin sur le travail réel, le salaire effectif. C'est-à-dire plus les heures supplémentaires moins les absences. Voilà. Il y a des conventions qui précisent que votre prime d'ancienneté est calculée sur votre salaire de base. Donc là, salaire de base ne changeant pas, ce qu'on a vu tout à l'heure, votre prime d'ancienneté ne changera pas. Si elle est calculée sur le salaire effectif, là par contre, elle va changer en fonction de votre salaire. Donc ça, votre prime d'ancienneté sera toujours soumise à cotisation sociale. Et vous avez un autre type de prime, c'est les primes, il n'y en a pas beaucoup, non soumises à les primes, c'est ça. On a vu également les avantages en nature qui composent notre salaire brut. Donc l'avantage en nature, ça concerne le logement, ça concerne la nourriture, les véhicules aussi. Les véhicules, et ça peut aussi, comment c'est ça, une nouvelle technologie. Ah oui, téléphone, voilà, téléphone, ordinateur, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça soit encore très utilisé. De par le fait que souvent les téléphones maintenant c'est des forfaits limités, donc il n'y a plus de code part personnel, mais bon, ça peut encore arriver dans un certain cas. Donc là, les véhicules, il y a transport en général. Non, mais c'est véhicule ça. C'est que véhicule. Voilà. Attention, l'avantage en nature, c'est l'employeur qui vous met à disposition gratuitement, un avantage dont vous jouissez à titre personnel. C'est ça l'avantage en nature. C'est que par exemple, vous êtes logé par votre employeur, ça c'est le plus facile à comprendre, vous êtes nourri par votre employeur sur votre lieu de travail, il vous fournit de la nourriture,
Et le véhicule, c'est que vous avez une voiture de fonction et qui vous autorise à rentrer à votre domicile avec cette voiture de fonction. Donc l'avantage en nature, on a vu. En plus, en haut du bulletin, Et en moins en bas. et en moins en bas du bulletin. Pour le même montant, bien évidemment. De même, ce montant, que ce soit un logement, que ce soit de la nourriture, ce montant, il est fixé par l'administration. Hein? Et la même chose, ce montant, au niveau du logement, par exemple, il varie en fonction de votre salaire. C'est-à-dire que si votre salaire varie, votre avantage en nature logement peut varier d'un mois sur l'autre. C'est en fonction d'une tranche de salaire. Ça, il faut regarder bien tous les mois. Voilà. On va juste bêtement recopier ce qu'il y avait dans le... Voilà. La maladie, l'accident de travail, vont donner lieu à ce qu'on appelle subrogation. Donc la subrogation, qu'est-ce que c'est? La subrogation, c'est le fait que ce soit votre employeur, enfin que vous autorisiez votre employeur à percevoir à votre place vos indemnités journalières. Pour le calcul, donc du coup forcément, les indemnités journalières, alors votre employeur vous les reverse. Donc pareil, comme pour le bulletin de salaire, il y aura un recalcul en haut et en bas du bulletin, puisque les indemnités journalières ne sont soumises, elles sont soumises à la CSG au taux de 6,70. Après, donc, si vous avez une ancienneté suffisante, vous avez à avoir le droit de la part de votre employeur à un maintien de salaire, puisque la sécurité sociale vous paye 50% de votre salaire en maladie et entre 60 et 80% en accident de travail en fonction du nombre de jours d'absence. Ça peut être augmenté à partir d'un certain 28e jour. C'est ça. 28e jour. C'est 60% les 28 premiers jours et en dessous du 29e jour, c'est 80%. Donc la Sécu ne vous payant pas à 100%, votre employeur peut être amené, sur conditions d'ancienneté suffisante, à vous verser un maintien de salaire. Donc là, c'est pareil, pour le maintien de salaire, il faut bien lire ce qui est noté dans votre convention collective, puisque vous avez des conventions collectives qui prévoient un maintien de salaire en brut, en net strict, enfin, il y a plein de façons de maintenir le salaire. Parce que quand vous avez fait des calculs, du moment où le salarié peut se retrouver, par exemple, avec un maintien de salaire à 100%, dans ce maintien à 100%, à toucher plus en maladie qu'en travaillant. Donc du coup, il y a des conventions collectives maintenant qui prévoient alors soit un net strict, soit un net, donc c'est le net imposable, enfin, aujourd'hui c'est tout spécifié dans les conventions collectives. Si vous voulez regarder, vous allez dans le Lefebvre social, Lefebvre paye, pardon, pas le social, Lefebvre paye, le Mémato Lefebvre paye, et à la fin vous avez le modèle des bulletins de paye. Et là ils ont rajouté, là sur 2016, vous avez tous les cas de figure qui sont traités, avec des calculs en maintien strict, en maintien, etc. Donc je vais
laisserai regarder, donc sachant que vous faites le maintien, ce qu'on a vu dans les cours, hein. Généralement c'est 90% du brut, vous prenez l'absence, vous multipliez par 90%, vous enlevez les IJ perçus, et ça vous donne votre maintien de salaire. Hein. Compliquez pas, mais c'est plus à titre d'information pour la suite, ne serait-ce que pour vous, si jamais malheureusement vous êtes par la suite en arrêt, que vous sachiez comment le maintien de salaire est calculé, ou si c'est à vous de le calculer, vous sachiez qu'il y a plusieurs façons de faire le calcul. Donc au niveau de la sécurité sociale, j'ai donc une carence de 3 jours. Ah si. Enfin, sauf la fonction publique et sauf en cas d'hospitalisation. Il faut savoir, c'est quand même très important à savoir, qu'en cas d'hospitalisation, vous n'avez pas les 3 jours de carence. Donc il est important que si vous avez un arrêt maladie qui fait suite à une hospitalisation, ne serait-ce que l'ambulatoire, hein, avec un bulletin de situation, vous n'avez pas les 3 jours de carence. Alors par contre, je ne sais pas si sur la SP ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai que nous, c'est un peu particulier ici. Voilà, là L'employeur, sauf convention particulière plus favorable, il y a une carence de 7 jours. C'est-à-dire que pendant 4 jours, vous n'êtes payé que par la sécurité sociale. Et après, vous avez des maintiens de salaire à 90% pendant 30 jours. Et ces tranches, 30 jours, hein, sont augmentées en fonction de votre ancienneté. Je ne tombe pas dans le détail. Pas bien de tout connaître par cœur. Vous allez rechercher les cas. Il faut déjà connaître carence de 3 jours, carence de 7 jours. Comme ça, si votre travail il fait moins que 7 jours, vous savez que vous n'avez pas de maintien employeur à calculer. Pour l'accident de travail, 2 petites particularités. Pas de délai de carence. Vous êtes payé dès le premier jour par la sécurité sociale, par votre employeur. Et le jour de l'accident de travail est à la charge de votre employeur, quelle que soit l'heure à laquelle vous arrive l'accident de travail. Même si c'est un accident de trajet, la journée est quand même payée par l'employeur. Un accident de trajet en début de matinée, début de journée, un accident de trajet en fin de journée. Un accident qui vous arrive à 8h01 alors vous commencez à 8h, un accident qui vous arrive à 16h59 alors vous terminez à 17h, la journée est prise en charge par votre employeur. La sécurité sociale paye tous les jours, y compris les samedis et les dimanches, hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire un calcul de maintien en fonction des IJSS versés. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les congés, on disait pour convenance personnelle, ça peut prendre le cas de congé sabbatique, hein, donc là vous ne serez pas rémunéré. Ça peut être des congés sans solde, hein, non rémunérés. Ça peut être des congés individuels de formation, des CIF. Hein, donc là, la rémunération varie en fonction des conventions. Voilà. Normalement, vous ne perdez pas de salaire, mais bon, il se peut qu'il y ait un plafond quand même qui soit appliqué en fonction de votre salaire. Les tickets restaurants, ou les titres restaurants. Ouais. Donc les titres restaurants,
c'est quand votre employeur vous verse un montant pour vous permettre de vous nourrir à midi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cantine, de self à votre disposition. Le montant, il est libre, il est fixé par l'employeur. Il y a des tickets restaurants, enfin des titres restaurants à peu près tous les montants. Ça va de 3-4 euros à 10-15 euros. Enfin. Donc, vous avez normalement une exonération de charges sociales concernant des tickets restaurants. Pour qu'il y ait une exonération, il faut qu'il réponde à 2 critères. Il faut que la part employeur soit comprise entre 40 et 60% du montant du ticket. C'est-à-dire si vous avez un titre à 10 euros, il faut que votre employeur en prenne à sa charge entre 4 et 6 euros. Ce qui est quand même une part à la charge du salarié quand même. Pas tout. Et il faut que le montant de cette part employeur soit inférieur à 5,37. Si votre part employeur est égale à 5,40, les 0,3 centimes par titre vont être soumis à cotisation. Donc ils seront en haut de votre bulletin. En bas, en haut du bulletin, donc si je dépasse 5,37, la fraction qui dépasse 5,37 par le nombre de jours, vous avez eu des tickets. Et en bas, forcément, c'est un avantage en nature, donc en haut et en bas. Et en bas, on va rajouter également, on va déduire plutôt. Quand j'ai mis plus, c'est pas que c'est pour additionner, mais c'est pour dire j'ai ça et ça. Et j'ai la part salariale en bas du bulletin. Ou pas. Je peux ne pas avoir de part salariale en bas du bulletin si les salariés payent directement leur ticket. Qui est votre cas, vous? Oui, là, oui. L'employeur peut très bien dire, vous me payez directement les tickets. Ça, c'est possible. Hein, c'est très peu utilisé, mais généralement, c'est possible. Donc là, pour donner un exemple, le titre restaurant est à 12 euros, l'employeur prend 50%. Alors, par exemple, j'ai arrondi pour faire 12 euros, 50% employeur, donc ça fait 6 euros. Donc 6 euros, donc ça veut dire qu'il y a 23. Non. Pardon, j'ai. Il va y avoir 63 centimes. Non exonérés. Ouais. D'accord. Donc on multiplie 63 centimes par le nombre de tickets remis. Ah, par le nombre. Pas le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours travaillés, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire justement avant. Et en bas du bulletin, on aura 6 euros multipliés également par le nombre de jours. Donc j'allais vous dire, vous ne versez des tickets repas que pour les jours travaillés. C'est pour ça que très souvent, alors là attention, je parle bien en situation professionnelle, je ne parle pas les jours d'examen. En situation professionnelle, très souvent, il y a un décalage d'un mois. Oui. Vous touchez vos tickets le mois, enfin, voilà. Comme ça, on est sûr. C'est très souvent, des fois, les entreprises, ils font ça pour simplifier, pour éviter de verser des tickets d'avance. Et normalement,
pareil, hein. Donc là c'est un petit peu galvaudé depuis ces dernières années, mais normalement les tickets repas ils doivent être utilisés dans le département de l'employé où vous travaillez, éventuellement le département où vous habitez si vous n'habitez pas dans le même département, les départements limitrophes, et uniquement normalement les jours où vous travaillez. C'est-à-dire que normalement vous n'avez pas le droit d'aller faire vos courses le samedi avec vos tickets repas, ni manger au restaurant, ni manger avec. Maintenant c'est un petit peu plus élargi, mais normalement... On va souvent passer à la caisse avec leur ticket le samedi ou le dimanche. Voilà. Alors maintenant, je crois que en fonction justement du... Mais normalement, la caissière, elle doit enlever, si vous avez des choses qui ne sont pas de l'alimentaire, elle doit y enlever. Enfin, normalement, il y a une règle. Hein. Ils appliquent pas forcément. En bas, cette part. Donc la barre qui est au-dessus. En haut du salaire, on met les 0,63 multipliés par le nombre de jours. On va dire 19 jours travaillés. Oui. Je vais mettre là, hein, comme c'est plus simple. 20 jours travaillés. Ça fait 12,60 €. Donc en haut, je vais avoir 20 fois 0,63. Donc 12,60. En plus, parce que ça me soumet à cotisation. Et en bas, donc après mon fameux salaire net imposable, je vais venir enlever mes 12,60 d'avantage en nature. D'accord? Et je vais enlever 20 fois 6. Ah oui, la part, 120, notre part, qui est la part qui correspond au paiement des tickets. Donc là, les 20 fois 6, c'est la part du salarié. Ce que vous versez directement, en carte bleue, en chèque ou en espèces. Ah oui, c'est déduit directement du... On ne paye pas d'impôt dessus, mais c'est déduit du salaire. Je fais... J'ai réussi à la retrouver. J'ai mis le 2016. Donc c'est vrai que ça y est. Aujourd'hui, pour quasiment toutes les sociétés, tous les employeurs, vous devez, enfin tous les employeurs ont dû mettre en place une mutuelle pour leurs salariés, obligatoire. Alors après, il peut y avoir des conditions d'ancienneté, c'est pour ça que vous n'y verrez pas forcément en examen et en ECF, parce qu'il peut y avoir des conditions d'ancienneté. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez dire par exemple c'est au-delà de 6 mois. Il y en a qui la mettent en place tout de suite, le premier jour, Voilà, il y en a qui la mettent en place 6 mois ou 3 mois d'ancienneté. ça enregistre quand même. Ça enregistre avec le truc dessus. Donc la mutuelle. Donc souvent, en fait, vous vous rendrez compte que c'est un pourcentage du plafond de la Sécu. On ne vous dira pas forcément que c'est un pourcentage, mais souvent, le calcul des mutuelles, c'est un pourcentage du plafond de la Sécu. Vous ne savez peut-être pas. Voilà. Donc souvent, c'est un pourcentage du plafond de la Sécu. Donc souvent, c'est un montant fixe, quel que soit votre salaire. C'est un forfait. Dans certains cas, on peut avoir un forfait solo et un forfait famille, oui, par exemple. Mais ça peut y avoir plein de formules différentes, mais souvent, pour les entreprises, il y a le forfait individuel et le forfait familial. On peut la refuser, la mutuelle. Alors, pour la refuser, c'est très compliqué.
Il faut prouver que vous en avez déjà une, etc. Enfin, c'est vraiment très Parce compliqué. que moi, le problème, c'est que quand je vais aller travailler, si on m'impose une mutuelle, moi, je me retrouve avec 2 mutuelles parce que dans le cadre de la société de on a une mutuelle, on a des tarifs mutuels justement parce que toute la famille est dedans. Il y a des conditions d'exonération et des fois, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Donc, vous vous retrouvez à payer une mutuelle. Alors après, quand vous pouvez avoir 2 mutuelles, en fait, vous avez votre mutuelle principale qui prend et votre mutuelle secondaire qui prend en plus. Qui peut prendre en plus. Ah. Alors par contre ça devient intéressant alors. C'est très compliqué, en plus là on ne peut pas y faire en automatique. Le tiers payant ne va pas fonctionner, mais bon, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. On peut essayer de... Donc c'est un montant le plus souvent qui est fixe, c'est un forfait. On aura très souvent une part salariale et une part employeur. Ça peut qu'il n'y ait pas de part salariale. Nous, par exemple, notre mutuelle est pris en charge à 100% sur le tarif de base entre le CE et l'employeur. D'accord. Nous, on paye notre charge que la part, enfin, les options, si on a pris des options. Particularité, depuis l'année dernière, quand vous avez une mutuelle mise en place par votre employeur, donc aujourd'hui pour tout le monde, la part employeur est imposable. Donc c'est-à-dire que le montant de la part, donc là par exemple l'autre jour c'était 11,25, oui. C'est 11,25, j'ai oublié de le dire, est à intégrer dans le salaire imposable. Il fallait le rajouter en bas. Il faut le rajouter dans le salaire imposable, mais il faut penser à l'enlever dans le salaire net. C'est ce que tu m'expliquais l'autre fois que j'ai rien compris. Personne n'arrive pas à comprendre parce que vous avez parce qu'on n'a pas eu les cours et du coup, il faudrait qu'on voit sur une fiche de paye, qu'on regarde ensemble. Parce qu'il faut que ça rentre dans la base imposable. Et si après votre calcul de net à payer, c'est votre base imposable, moins votre CSG, CRDS, il faut bien qu'en bas, vous rajoutiez votre mutuelle, sinon vous allez vous retrouver on va vous repayer la mutuelle. Enfin, c'est un calcul, hein. On verra la formule. On voit ça tout à l'heure si on a 2 minutes. C'est pas compliqué. Parce qu'on ne se voit pas après. Donc. Et cette part employeur rentre également dans ma base de CSG. Ma base de CSG, c'est 98,25% du salaire brut, plus les parts patronales de prévoyance et mutuelle. On appelle le forfait social, la part mutuelle et prévoyance. Oui, sauf qu'attention, le forfait social, il est que pour les entreprises de plus de 11. Oui. Donc dans votre cellule, vous ne pouvez pas mettre fois forfait social, plus forfait social, parce que sinon, si votre forfait social est à 0, votre formule va être fausse. Oui, je m'en suis rendu compte. Je l'enlève à chaque fois quand c'est une entreprise de salariés. Oui. D'accord. La prévoyance, maintenant pareil, est obligatoire. Pour les cadres et les non-cadres. Voilà. Je rappelle que pour les cadres, il y a les 1,50 qui sont obligatoires. Oui. En plus. Il y a une décès invalidité cadre de 1,50. Ça peut être en plus, ça peut être à la place. Si vous avez 2, ça peut être qui inclut les 1,50. Ça c'est pareil, ça va être marqué dans votre contrat. Mais vous devez quand même de toute façon avoir 1,50 d'assurance décès cadre. Vous pouvez avoir 1,50, enfin vous pouvez avoir 2, sachant que ça inclut les 1,50, ou vous pouvez avoir 1,50 plus un autre montant.
Donc ça peut être un pourcentage du salaire, ça peut être un pourcentage de la tranche A, de la tranche B, enfin, hein, comme d'habitude, hein, cotisation classique. Hein. Et là, du salaire NC, c'est quoi NC? Donc, pardon, excusez-moi. Ah, non, c'est moi, j'avais pas suivi. Et donc là, la part patronale, on a vu, rentre dans ma base CSG.